À la une de l'actualité ce soir, consternation, c'est l'atmosphère qui a prévalu cet après-midi au cimetière de Gounguen dans la capitale burkinabé lors de l'enterrement des 8 militaires tués au cours des attaques du 2 mars dernier. Pour les soldats, ces attentats, loin d'ébranler la troupe, renforcent leur volonté de défendre la patrie. Vous les entendrez dans ce journal. Dans ce journal également, l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, au moment où le président du Parlement revient sur la scène publique après un trimestre d'absence. Alassane Bala Sakandé qui rassure quant à cette absence qui a suscité interrogations et spéculations. Pour lui, il se porte bien, il était simplement en vacances. Vous l'entendrez également dans cette édition. Les femmes du Burkina réfléchissent sur leur participation à la gouvernance dans le pays. Bien que constituant plus de la moitié de la population burkinabé, les femmes sont cependant sous-représentées à toutes les instances de gouvernance. Comment envisagent-elles marquer leur présence? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, le président américain est prêt à discuter sincèrement avec les Nord-Coréens sur le nucléaire. Donald Trump qui salue le rapprochement entre les deux Corées, comme vous le verrez dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vive émotion cet après-midi au cimetière municipal de Ouagadougou à l'enterrement des 8 militaires tués tombés sous les balles des terroristes du 2 mars dernier. Consternation, c'est l'atmosphère qui a prévalu au cours de cet enterrement. Loin d'ébranler les soldats, la volonté de défendre la patrie a été réaffirmée cet après-midi au cimetière de Gounguen. Frédéric Etienne Bassenga. C'est un monde qui s'effondre cet après-midi pour elle. Un après-midi noir pour toutes ces familles à qui on a arraché un être cher. Cet après-midi au cimetière militaire de Gounguen, rien que de la désolation, rien que de la consternation. Mais pour tous, famille biologique comme famille militaire, le colonel Lalé Djibril, les adjudants-chefs Kimde Louis et Ouedraogo Yacinthe, les sergents Sanou Florent et Mando Idrissa, les soldats Kouroun Yoropor et Nikema Assami et le maréchal de logis Diabri Razakou ne sont pas tombés pour rien. Leur sacrifice ne sera pas vain. Barbares et ignobles, loin de nous ébranler, au contraire, nous commandent de resserrer nos rangs, de rester unis et déterminés pour vaincre ensemble notre ennemi. Notre engagement et notre détermination trouvent leur source dans le sang versé par nos camarades tombés ce 2 mars 2017 où la lâcheté et la barbarie ont prévalu. Pour le chef d'état-major général des armées, l'objectif recherché par cet acte barbare a échoué. Plus que jamais, il faut resserrer les rangs et les hommes en sont conscients. À nos forces armées, nous avons dit que notre devoir n'est pas un devoir léger. C'est un devoir qui est permanent, qui demande notre engagement à tous les niveaux, qui conduit parfois des sacrifices, des camarades de tout grade, officiers, sous-officiers, militaires du rang, des jeunes qui avaient à peine 18 mois de service sont tombés. Mais c'est ça aussi notre engagement. C'est ça notre engagement, de défendre notre pays autant que nous pouvons, dans la limite de nos ressources physiques et jusqu'au sacrifice. Je voudrais saluer leur mémoire et dire qu'ils ne sont pas tombés en vain. On a eu des camarades qui sont tombés aux frontières et le combat va continuer. Nous sommes dans une sous-région qui est engagée aussi dans une action de mise en commun des ressources pour combattre le terrorisme à nos frontières. Nous sommes solidaires à cette force. Pour cette force, on ne peut pas nous en vouloir parce que c'est un engagement. C'est une lutte commune. Le Burkina Faso seul ne peut pas. Mais nous serons toujours là avec les autres. Ce qui est sûr, on ne va pas demander à quelqu'un d'autre de venir nous défendre. Nous allons nous défendre et conjuguer aussi nos efforts avec les autres. Le soutien de la nation, le soutien de toutes les populations, qu'elles soient en ville, qu'elles soient en campagne, pour accompagner nos forces armées, pour éviter de déstabiliser leur morale, continue aussi une arme pour nous. Et c'est cette arme qui fera que nous allons continuer à nous battre. Ces 8 militaires tombés sur le champ d'honneur
ont tous été décorés à titre posthume. Le colonel Lalé Djibril a été fait commandeur de l'ordre national, l'adjudant-chef-major Kimde Louis, officier de l'ordre du mérite, l'adjudant-chef Ouedraogo Hyacinthe et le sergent Sanou Florent, chevalier de l'ordre du mérite, le sergent Mando Idrissa, les soldats Kououn Yoropo et Nikema Assami et le maréchal de logis Diabri Yarazakou, eux, ont reçu la médaille militaire. Et puis, une délégation du chef de file de l'opposition politique burkinabé était au chevet des blessés de ces attaques. À l'arrivée de la délégation ce matin à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, il n'y restait qu'un seul blessé en soins sur les 15 admis. Une nouvelle qui a réjoui la délégation de l'opposition. L'opposition qui félicite d'ailleurs les forces de défense et de sécurité qui ont réagi avec efficacité selon les termes du CEFOP. Le témoignage de Jean-Luc Bayala et de Zalissa Sanfo. Attaque de ce vendredi 2 mars à Ouagadougou. 14 blessés ont été conduits ici à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Aujourd'hui, à l'exception d'un seul qui a été opéré du crâne et qui suit des soins post-chirurgicaux au service de neurochirurgie, tous les autres blessés ont recouvré la santé et rejoint leur famille. À ce dernier blessé, l'opposition politique burkinabé est venue souhaiter un prompt rétablissement afin qu'il puisse retrouver sa famille et aussi sa place dans la société. Nous avons fait le déplacement ce matin pour apporter notre soutien donc, à nos frères qui ont été victimes donc, des attentats terroristes du vendredi dernier. Dieu merci, bon, la plupart d'entre eux se retrouvent à la maison en ce moment et cela nous rassure beaucoup. Et cette solidarité déclenchée après l'admission des malades ici ne laisse pas le premier responsable de l'hôpital indifférent. Nous, en tant que bénéficiaires de cette solidarité, nous ne pouvons que dire merci à tous ceux qui, depuis le vendredi, en tout cas sont venus ici nous soutenir, nous encourager et nous dire que bon, nous sommes une nation, il faut travailler à relever les défis, il ne faut pas avoir peur. Donc la démarche du CEFOP aujourd'hui est dans ce sens et nous les remercions beaucoup pour cette démarche et cette marque de considération, cette marque de solidarité. Pour l'opposition politique burkinabé, le peuple restera uni toujours face à de telles adversités. Et c'est ensemble que le Burkina Faso vaincra le terrorisme. Dans l'actualité, ce soir, le premier conseil des ministres après la double attaque du vendredi dernier. Le gouvernement qui salue la montée en puissance des forces de défense et de sécurité burkinabé au cours de la riposte. Le gouvernement qui met également en place un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire. Les détails avec Vincent Tiendrebeo. C'est le premier conseil des ministres après le double attentat terroriste qui a frappé Ouagadougou semaine passée et ces événements ont fait l'objet d'une communication orale. Le gouvernement en tout cas tient à présenter une fois encore ses condoléances aux familles éplorées et à l'ensemble du peuple burkinabé. Souhaiter un prompt rétablissement aux blessés, il y en a beaucoup, dont des civils et des militaires. Il y a peut-être toute cette attaque à l'état-major qui nous a tous touchés parce que ça touche quand même le cœur de notre dispositif. Vous avez aussi remarqué que la capacité de réaction de nos forces de défense s'est véritablement améliorée. Donc tout est une question de montée en puissance. Des mesures ont été données aux différents acteurs. Je pense que vous vous souviendrez qu'après cet incident-là, il y a eu quand même 2 ou 3 réunions de conseil entre guillemets de guerre autour du président du FASO qui ont donné des directives relativement claires sur lesquelles je ne souhaiterais pas m'étendre parce que évidemment c'est une question de sécurité. Le gouvernement met en place un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire. Un plan proposé par le ministère de l'Agriculture pour faire face aux mauvaises récoltes de cette année. Je voudrais rappeler que 620 394 personnes, réparties principalement dans les régions du Sahel, de l'Est, du centre-ouest et j'en oublie certaines, sont dans une situation d'insécurité alimentaire en raison notamment de la saison agro-pastorale 2017-2018 qui a été caractérisée, on se rappelle donc, par une arrivée précoce des pluies, par des poches de sécheresse, par les chenilles légionnaires et par justement les invasions des oiseaux granivores. Au cours de ce conseil, une politique sectorielle gouvernance administrative et locale 2018-2027 a été adoptée, une politique décennale qui se décline en 4 axes.
c'est la modernisation de l'administration et la lutte contre la corruption, c'est la consolidation de la décentralisation, c'est le renforcement de l'image du Burkina dans le monde et c'est la promotion de l'effectivité du droit des citoyens à l'information. Les ministères concernés donc par ce cadre de planification, ce secteur de planification, c'est la fonction publique, c'est les affaires étrangères, c'est l'administration territoriale, c'est l'économie et les finances et le développement, c'est la communication et les relations avec le Parlement. Le Conseil des ministres de ce mercredi a également décidé de l'ouverture d'un consulat général à Soubré, en République de Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2018 est ouverte. Durant 3 mois, les députés auront à examiner des projets et propositions de loi dans divers domaines d'activité. Le temps a été donné ce soir par une cérémonie d'ouverture avant de se donner rendez-vous le 9 mars prochain pour la reprise des travaux. On fait le point avec Tanga Robert Kafando et Konsoum Koulibaly. L'hymne national, puis un temps de silence en mémoire des soldats tombés dans l'attaque du 2 mars dernier pour ouvrir la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de l'année 2018. Une ouverture marquée par un seul discours, le discours du président Alassane Balassah Kandé, centré sur la situation politique et sécuritaire dans le monde et dans notre pays. Il est des moments douloureux qui suscitent néanmoins des sentiments de fierté. Et la journée d'action terroriste contre l'ambassade de France et l'état-major général des armées sont de ces moments-là. Oui, en effet, comment ne pas saluer, louer et magnifier nos forces de défense et de sécurité, dont le grand professionnalisme, l'héroïsme et l'intrépidité ont permis de limiter l'étendue des pertes en vie humaine. Et Alassane Balassah Kandé de se convaincre que le Burkina Faso finira par triompher du terrorisme, quel que soit le temps que cela prendra et le sacrifice à payer. Et le plus important pour lui, la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Quittant le chapitre de l'actualité, le président a salué le progrès économique amorcé par le Burkina Faso avec le PNDS, malgré les dures épreuves et l'espoir suscité sur le front social par les accords avec les syndicats. Je voudrais par conséquent saluer ce compromis à sa juste valeur et exhorter toutes les parties prenantes à garder l'esprit ouvert au dialogue et à la concertation. Je formule le vœu que la conférence générale des forces vives devant traiter du système de rémunération aboutisse à des résultats concluants. Des acquis à consolider avec l'engagement de tous les citoyens et surtout des acteurs politiques. À cette cérémonie, les 2 députés appelés au gouvernement ont cédé leurs places à leurs suppléantes respectives. L'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au moment où le président du Parlement revient sur la scène publique avec un trimestre d'absence. Alassane Balassah Kandé qui rassure quant à cette absence qui a suscité interrogations et spéculations. Pour lui, il était en vacances et il se porte bien. Je voudrais simplement dire que nous étions en intercession. L'intercession, c'est les vacances pour les députés. Donc, j'ai profité, on a profité de cette intercession, faire quelques missions et éventuellement prendre du repos parce que vous savez que 2017 a été un peu éprouvant pour l'Assemblée nationale. Donc, j'ai pris du repos et naturellement, j'ai profité aussi, comme je le fais d'habitude chaque année quand j'ai l'occasion, pouvoir faire un check-up et puis voilà. Donc, c'est comme ça que je peux vous dire, dans tous les cas, je n'étais pas obligé d'être à l'Assemblée. Comme je dis, c'est les vacances. Nous avons fait un programme d'intérim et l'Assemblée nationale a toujours fonctionné comme il se doit. Les salaires ont été payés, tout a été fait. Donc, vous savez, l'Assemblée nationale ne tient pas à la seule personne du président. C'est une institution. Vous vous rappelez, mieux vaut rendre les institutions fortes que les individus forts. Autre actualité, demain 8 mars, le Burkina Faso commémore la Journée internationale de la femme et ce 7 mars déjà, les femmes du Burkina se sont retrouvées pour des réflexions sur la participation de la femme à la gouvernance dans le pays. Bien que constituant plus de la moitié de la population burkinabé, les femmes sont cependant sous-représentées à toutes les instances de gouvernance. Et à l'issue de la réflexion, il sera question de trouver des stratégies afin d'accroître la participation des femmes à la gouvernance politique
administrative, mais aussi économique. Le point est avec Maïmouna Traoré. Endeuillées par les attaques terroristes du 2 mars dernier, les femmes ont porté des foulards noirs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les participants au Forum des femmes ont marqué une minute de silence à la mémoire des disparus. Place est ensuite faite au débat, bâti autour de 2 communications sur les défis de l'application de la loi sur le quota genre et l'autonomisation de la femme avec le PNDS. Nous voulons aujourd'hui, par cette communication, passer le message qu'il est important que cette loi soit relue ou soit votée pour que les femmes aient une meilleure représentativité dans les sphères de décision. Il est important que 52% de la population soit prise en compte dans la participation inclusive au développement du pays. Pour ce conférencier, la sous-représentation des femmes s'explique par les facteurs structurels du champ politique et les insuffisances de la loi sur le quota genre, mais pas seulement, rétorquent certaines participantes. Le vrai problème, c'est le positionnement. Et le positionnement, ça fait partie aussi des pesanteurs socioculturels. L'homme ne peut pas accepter qu'une femme soit devant lui. C'est ça. Et on ne peut pas expliquer cela. Pourtant, même si on renforce comment les capacités des femmes, tant que ces pesanteurs socioculturels ne sont pas levés, tant que les hommes ne sont pas sensibilisés, tant que nos maris même n'ont pas pris conscience que le rôle de la femme, même si c'est à la maison, si elle a une vocation de politique, elle doit le faire et elle doit mériter l'accompagnement de son époux. En tant qu'épouse du chef de l'État, je suis donc moi-même femme, moi-même concernée au premier chef. Il faut que les hommes comprennent aujourd'hui, pour ceux qui sont encore sceptiques, que le développement ne peut pas se concevoir à une seule vitesse et que c'est ensemble que nous irons de l'avant. Comme perspective, les femmes proposent l'application effective de la loi sur le quota genre, l'alternance hommes-femmes sur les listes électorales, la formation et le plaidoyer. D'autres proposent des mesures fortes, notamment le rejet des listes qui ne respecteront pas le principe ou le refus pur et simple des femmes de voter. Les échanges se poursuivront demain avec le chef de l'État au cours du 5e Forum national des femmes. Au ministère de l'économie et des finances en charge du développement, sur 9 projets exécutés en 2017, plus de la moitié ont atteint un taux d'exécution de plus de 80%. Des projets qui concernent la gouvernance économique, la lutte contre les pires formes de travail des enfants, mais aussi des réalisations d'infrastructures. La revue annuelle de ces projets intervient au moment où le gouvernement vient d'adopter un nouveau cadre réglementaire pour l'exécution de ces projets. On en parle avec Ismaël Diloma Sirima. En 2017, le ministère de l'économie et des finances a eu sous sa tutelle 9 projets et programmes. Ces projets et programmes ont concerné les domaines de la gouvernance économique, les domaines de lutte contre les pires formes de travail des enfants et de la construction d'infrastructures. Et sur les 9 projets et programmes mentionnés, il y a 5 qui sont donc au-delà de 84% d'exécution et le reste, tout le tout, ils ont plus de 70% d'exécution. Les 60% tout le tout, de 6 milliards d'exécution du PTAB sur une prévision globale de 9 milliards. Autant de chiffres qui font la satisfaction des responsables du ministère de l'économie et des finances. Cependant, ils notent le taux d'exécution de 2017 inférieur à celui de 2016. Fondamentalement, par les difficultés qui ont été rencontrées en cette année 2017, nous avons commencé l'année avec des mouvements sociaux assez intenses. Et donc ce n'est pas sans effet. L'année 2017, quand même, il y a eu facilement 3 mois de dysfonctionnement, on peut dire. Et c'est pour cela que nous disons que quand même on peut être satisfait de ce qui a été fait cette année. Cette revue des projets et programmes sous tutelle du ministère de l'économie et des finances est la première de l'année 2018. Elle se tient à la suite de l'adoption d'un nouveau cadre réglementaire pour régir l'exécution des projets et programmes au Burkina. Un projet qui marche bien, c'est bien le projet Pôle de croissance de Bagré, un des plus grands projets de développement hydro-agricole et hydroélectrique. Des aménagements sont en cours en ce moment sur le terrain, l'objectif étant de dégager des terres aménagées environ 4000 hectares pour la production agricole.
Plus de 60% de ces nouvelles terres seront réservées aux producteurs familiaux et le reste à l'agrobusiness. Une de nos équipes est allée voir le niveau d'avancement des travaux, compte rendu avec Kolopoda. De gros engins en plein travaux de planage, des canaux de drainage en cours de finition et un bassin tampon de 114 millions de mètres cubes de retenue d'eau réalisés. Les grands chantiers du pôle de croissance de Bagré sont en marche, en rive droite tout comme en rive gauche. Les travaux d'aménagement agricole vont bon train. Nous avons en charge la réalisation de travaux d'aménagement de 2194 hectares en rive droite. Aujourd'hui, en termes d'avancement, nous sommes à 66% de réalisation pour les travaux, contre un délai de 72%. Notre délai officiel, c'est jusqu'en août, le 5 août 2018. Le terrassement, il ne reste pas grand-chose. Ce jour-là, on est à 94% d'avancement des travaux. Pour la fin, l'achèvement des travaux, c'est prévisionnel pour le 15 mars. On a mis tous les moyens qu'il faut, on a mis toute l'énergie qu'il faut pour respecter premièrement notre engagement vis-à-vis le client et vis-à-vis la population qui après vont bénéficier du projet. À terme, ce sont 4400 hectares de nouvelles terres qui vont être mises en exploitation. Plus de 60% de ces superficies seront destinées aux producteurs familiaux et le reste à l'agrobusiness. Nous avons vraiment voulu qu'avec les nouvelles plaines, nous puissions donner aux producteurs, que ce soit paysans ou agro-investisseurs, une possibilité de diversification de la production. C'est pour ça que 65 à 70% des terres vont être à vocation polyculture. À savoir que, outre le riz, qui va être possible sur les 30% de nouvelles terres, le reste serait à mesure, n'est-ce pas, de permettre la production maraîchère, la production fruitière, la production de toute autre spéculation à haut rendement, hein, et qui permettent également de sécuriser le niveau de revenu de nos producteurs, qu'ils soient producteurs paysans ou agro-investisseurs. En perspective, la fin 2018 verra le lancement des travaux d'aménagement de 5000 hectares, une dynamique qui vient, selon le directeur général, confirmer la volonté des autres autorités de faire de Bagré Pôle un modèle de stratégie de développement intégré. Un mot de santé dans ce journal, réduire au maximum les risques liés au cancer du sein. La Ligue burkinabé contre le cancer du sein s'engage en collaboration avec la mutuelle des travailleurs de la RTB. Les agents de santé membres de la Ligue se sont retrouvés dans les locaux de la télévision nationale ce mardi. L'objectif étant de procéder à une campagne de dépistage du cancer du sein au profit des femmes de la télévision nationale, mais aussi de la radio nationale basée à Ouagadougou. Zoubaviel David Dabiré. La scène est inhabituelle à la radiodiffusion télévision du Burkina. Le dépistage du cancer du sein, c'est à cet exercice que sont soumises les femmes travaillant dans ce média public. Une campagne de dépistage initiée par la mutuelle de la RTB en partenariat avec la Ligue burkinabé contre le cancer du sein en prélude à la journée du 8 mars. Et pour la Ligue burkinabé contre le cancer, le dépistage tardif serait la principale cause de décès des femmes touchées par cette maladie. Ce qui a motivé notre initiative envers le cancer du sein, c'est le fait que c'est d'abord le cancer le plus fréquent de la femme. C'est un cancer qui est diagnostiqué très tardivement dans notre contexte. Et ce diagnostic tardif est corollaire de beaucoup de décès par cancer du sein. Prévenir donc le cancer du sein par le dépistage, les agents de la RTB voient en cette initiative une opportunité à saisir, et ce d'autant plus que la pathologie est à l'origine des milliers de décès chaque année à travers le monde. Les femmes ne savent pas l'impact que causait le cancer du sein. Donc avec le dépistage, les femmes vont comprendre et elles vont vraiment se précipiter vers les centres pour faire le dépistage. Pour une journée de dépistage, ce sont près de 50 femmes qui ont répondu à l'appel. Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme, la Ligue compte poursuivre ses activités à Waiguia, question de toucher encore un plus grand nombre.
À l'étranger, le président américain prêt à discuter sincèrement avec les Nord-Coréens sur le nucléaire. Donald Trump qui salue le rapprochement entre les deux Corées, comme vous le verrez dans cet élément que je vous propose. Officiellement, le président américain a bien accueilli les nouvelles du sommet intercoréen. Il a salué les signes d'ouverture du régime de Kim Jong-un qui se dit prêt à aborder la question de la dénucléarisation. Interrogé sur ce rebondissement après des mois de tensions qui faisaient craindre le pire, Trump s'est exprimé pendant la visite du Premier ministre suédois. Je pense que les déclarations venues du Sud comme du Nord sont très positives. Nous avons été loin sur le plan rhétorique avec la Corée du Nord. Ce serait bien pour le monde, ce serait bien pour la Corée du Nord, bien pour la péninsule, mais nous verrons ce qui va se passer. Le sommet entre les deux Corées devrait avoir lieu fin avril dans la zone démilitarisée. La Chine, les Nations Unies appellent toutes les parties à saisir cette chance. Mais quelques heures après la conférence de presse, Washington annonçait de nouvelles sanctions économiques contre le régime nord-coréen pour avoir éliminé Kim Jong-nam en utilisant un agent neurotoxique classé comme arme de destruction massive. C'était en 2017 en Malaisie. Le demi-frère de Kim Jong-un était tombé en disgrâce auprès du régime. Et puis, l'homme le plus riche du monde n'est plus Bill Gates. Il a été détrôné par le patron de Amazon, un site de vente en ligne. Voici l'homme le plus riche du monde. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, est en première position du classement des milliardaires du magazine Forbes. Avec une fortune estimée à 112 milliards de dollars, il ravit la tête au créateur de Microsoft, Bill Gates, et ses quelques 90 milliards. Juste derrière, un autre Américain, l'investisseur Warren Buffett, complète le podium. Le Français Bernard Arnault bondit de la 11e à la 4e plus grande fortune mondiale, grâce notamment au renforcement de l'euro. Son patrimoine a gagné plus de 3 millions d'euros par heure. Le classement a aussi ses limites. Forbes ne prend en compte que la valeur des actifs connus. Or, les milliardaires accumulent souvent leurs biens et investissements dans des juridictions offshore et opaques. Et on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Enquête sur les attentats du 2 mars, il en ressort selon les journaux du jour qu'à ce jour, 8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, indique aujourd'hui au Faso, parmi lesquels 2 militaires en exercice, 1 radié et 5 civils, précise l'Express du Faso, qui ajoute d'ailleurs qu'aucun des assaillants ne portait une tenue militaire, contrairement à ce qui est dit. Les 8 jeunes envoyés d'Iyad Agali, qui a revendiqué les attentats, note l'observateur Palga, étaient en tenue civile neuve. Que dire des complicités au sein des FDS dans ces attaques? Une piste à ne pas exclure pour le déroulement de l'enquête selon la procureure du Faso, souligne le pays. Finalement, explique l'Express du Faso, le bilan officiel de ce double attentat fait état de 8 militaires tués, 8 assaillants tués, 85 blessés dont 61 militaires et 24 civils. 29 véhicules incendiés, 26 autres endommagés, 34 engins à 2 roues incendiés, 60 autres endommagés, ainsi que des bâtiments. À noter que les victimes de ces attentats seront inhumées ce jour au cimetière municipal de Gounguin, signale le pays. Un drame qui a conduit le ministre de la Femme à appeler dans un communiqué toutes les femmes pour ce 8 mars 2018 à rester dans la logique du deuil consécutif à la double attaque, indique l'observateur Palga. Par conséquent, les regroupements festifs et autres manifestations de réjouissance populaires sont à bannir demain sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, les journées de réflexion sont maintenus aux mêmes heures et lieux. Sur ce, bonne fête à toutes les femmes. C'est tout pour ce journal. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition de ce soir. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.